penser, c'est extrêmement fatigant et c'est justement ingrat parce que les gens pensent que tu travailles pas. Mais ton cerveau, intérieurement, il travaille. Je pense qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui prennent soin de leur santé mentale. Tu peux être à la plage à South Beach, mais ton cerveau, il est connecté à ton téléphone. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu un jour off. Je pense que ce que tu as créé, c'est un système maintenant ou un écosystème sur lequel tu peux prospérer. Si tu décides de travailler avec nous, tu nous donnes les clés. À partir de là, normalement, tu n'as absolument plus rien à faire. Quelles sont les histoires un peu qui font peur dans ce business? J'ai eu overdose, puis après j'ai eu fusillade aussi. Bonjour à tous, c'est Romain Danielou. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon ami Victor Lozier, un gros entrepreneur aujourd'hui à Miami, dans le court terme, short term rental. Donc en français, ça se dit... Location de courte durée. Location de courte durée. Victor est un des seuls personnes que je connais qui a un business qui a pu scaler jusqu'à 80 biens sur la zone Floride. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le détail sur qui il est, comment il en est arrivé là, quels sont les risques, quelles sont les choses qui se sont passées dans son business. Il est arrivé en 2010 aux États-Unis. Victor, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Tu pourrais nous dire rapidement d'où tu viens, quel âge tu as et quel est ton parcours? Alors, 36 ans. Moi, je suis arrivé en août 2010. Aux US? Aux US. Donc, je suis né. De base, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 95. Précis Saint-Ouen-le-Monde, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et le tennis a fait que je me suis retrouvé ici aux États-Unis en août 2010. Donc, voilà, j'avais été recruté en tant que joueur de tennis avec une bourse. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis de... Académique et sportive ou juste sportive? Juste sportive. Juste sportive? Juste sportive. Le but, c'était passer pro au tennis? Non, c'était pas du tout passer pro. C'était justement, j'étais arrivé à un niveau où j'étais assez conscient que pour devenir pro, en gros, les joueurs que tu vois à la télé, c'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, j'ai un peu mis sur la table quelles étaient mes options. Et après avoir analysé toutes celles-là, je me suis dit que les États-Unis, ça allait être la meilleure. Et voilà, je ne me voyais pas rester du tout aux États-Unis. Je me voyais rester aller 2-3 semaines, apprendre l'anglais gratuitement et revenir. Pourtant, j'ai vu ton niveau au paddle. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, certains diront que c'est pas grandiose et certains diront diront que c'est franchement, j'ai pris, quoi, je crois, 6-1, 6-2. Donc, c'est vrai qu'il y a un gap. Mais ok, donc tu as fait 4 ans diplôme et plus tennis. J'ai fait 3 ans mon bachelor. 3 ans de bachelor. 1 an mon MBA. Ok. Et puis après, en gros, tu avais l'année où un peu de transition où les États-Unis t'offrent la possibilité de rester 1 an. L'OPT, c'est ça? OPT. OPT. Voilà. Et donc pendant cette année, en gros, c'est à toi de te entre guillemets démerder pour trouver des solutions pour rester. T'as fait quoi du coup cette année-là? J'ai travaillé pour PwC. Okay. Une grosse boîte. J'ai fait ça pendant 6-8 mois. Et puis après, je me suis rendu compte que ça allait pas être quelque chose qui allait me... Trop bridé, trop corporate? Pourquoi? Ouais, c'était du, comme ils disent ici, 9 to 5. Donc, c'était pas quelque chose qui me convenait. Voilà, j'étais content. C'était les débuts. Première boîte, surtout aux États-Unis. Ouais. Tu rentres dans le milieu professionnel. Tout est différent. T'étais à Miami déjà? Non, j'étais à Tampa. T'étais à Tampa. Donc, c'est là-bas que j'ai atterri. Donc, j'ai fait là-bas de 2010 à 2019, mais l'année où j'ai travaillé, c'était 2014 à 2015. D'accord. Et donc, tu es arrivé en quelle année ici, à Miami? Miami, je suis arrivé en gros, on va dire, le 1er janvier 2020. Je suis arrivé fin novembre 2019. Covid qui démarre? Exactement. Et donc là, tu démarres Voilà Rentals? Voilà, ouais, c'est ça. Non, en fait, j'étais agent immobilier à Tampa, à plein temps. Donc, j'ai fait ça. J'étais agent immobilier en... Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai eu ma licence, mais je crois en 2016 ou 2015. Et en fait, je viens ici à Miami en me disant, écoute, voilà, je ne me vois pas repartir de zéro à New York ou LA ou Chicago, par exemple. Donc, je viens ici et je me dis, bon, je vais être agent immobilier. Et j'avais dans la tête la location courte durée, qui était une idée. Tous les New-Yorkais commençaient à descendre déjà en Floride. Quand moi j'arrive, non. Quand moi j'arrive, les premiers appartements que je prends, que je mets à la location courte durée, non. Mais par contre, 2 mois après, donc février... Comment tu fais donc, pour expliquer dans le détail? Tu arrives, tu as un peu d'argent de côté et donc tu te dis, ok, je vais louer un premier appartement? C'était ça. Les premiers qu'on a eus, c'était de la sous-location. Donc tu loues et derrière, tu sous-loues. Et tu essaies de faire une marge. Exactement.
C'était quoi un exemple en termes de loyer et de chiffre d'affaires? À cette époque-là, hein, une chambre, c'était par exemple à peu près 2200. 2200 sur Brickell à Miami? Sur Brickell ou Downtown ou des buildings aux alentours. Mais ouais, c'était à partir de 2002. Donc c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc je prends allez, on va dire les 3 premiers appartements entre le 1er janvier 2020 et on va dire 1er mars. Je crois que le Covid explose en mars ou en février, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, catastrophe. Donc, je me dis, bon, j'ai pas de chance. J'arrive au mauvais moment. Je me dis que c'est il n'y aura plus de voyage, il n'y aura plus de... le pire des timings. Donc, je revois un peu mes analyses. Tes objectifs à la baisse. Et en fait, il s'est avéré que toutes les grosses boîtes ont commencé à envoyer des grosses lettres aux propriétaires en disant, écoutez, Covid, on arrête de payer les loyers. Donc les grosses boîtes, ceux qui faisaient comme moi, mais du corporate, ouais. Voilà, à une échelle bien supérieure. Et du coup, les propriétaires commencent à être énervés en disant non mais attends, il n'y a pas de communication, il n'y a aucune relation, tu vois, on aurait pu aider, on pourrait trouver des solutions, c'est un cas unique, le Covid, blabla. Et donc il y a plein d'appartements qui arrivent sur le marché. Ouais, et du coup, les propriétaires décident de rompre les baux. C'est ça. Et en fait, moi, je suis agent immobilier, donc j'ai ma licence. Donc tu vois tous les apparts. Donc je vois tout, je reste réveillé jusqu'à 2-3 heures du mat tous les soirs et je me dis, bah on y va quoi. Tu t'es dit, c'est l'opportunité du siècle. C'est ça. J'y vais. Donc comment t'as fait en fait au niveau de ta trésor? T'avais un peu d'argent de côté ou... J'avais un petit peu, mais j'en avais assez pour faire 1 ou 2 appartes. Ouais, donc t'avais 10, 15 000 $ ou... C'est ça, je crois que j'avais 20 000 par là. 20 000 de côté. Et en gros, c'était à peu près 10 000 pour commencer un appart. Donc premier mois... Deuxième mois, et là je continue de voir que ça marche. Plus déposit, donc c'était 3 mois en fait. Je mets le premier mois, le dernier mois, une caution, un dépôt. Ouais. Puis ensuite il faut le meubler. Donc, soit il est un peu meublé, tu dois rajouter de la décoration, soit il est pas du tout meublé. Ouais. Et bon, pas du tout meublé, aux États-Unis tu as quand même frigo, etc. Mais pas du tout meublé, c'est-à-dire que tu dois ramener le tapis, des couverts, des coussins, tout. Donc là ça marche. C'est-à-dire, ça marche, tu louais à 2002, 2003, 2005, un appart, un one bed ou un two bed. Ouais. Et ça générait quoi à ce moment-là, en 2020, en termes de chiffres? En 2020, tu pouvais vraiment faire des apparts et une chambre, les relouer à 6 000. Donc tu faisais x3 en fait sur ton arbitrage. x3. Et il te restait peut-être en net 3-4 000. Après, tu avais les femmes de ménage, tu avais l'électricité, par exemple, tu avais les bricoleurs à payer si tu avais des petits trucs à réparer. Mais en fait, je vois que ça marche. À partir du moment où je vois que ça marche, je me dis, ok, comment je fais? J'ai plus d'argent, j'ai mis les 20 000. Donc je me dis, comment je fais pour trouver des solutions pour continuer de grow? Ouais. Et là, je décide d'en gros m'associer avec des gens. Donc je signe les bails en tant que locataire. Ouais. Et après, je démarche des gens, comme toi, des amis, de la famille. Et je dis, voilà, j'ai signé cet appart. Voilà les chiffres des 2 que j'ai en ce moment tout seul. Et puis forcément, tout le monde en fait voulait venir parce que la difficulté c'était de les signer. Donc t'avais une bonne négociation à faire. Voilà, après tu trouvais des amis. Je me suis associé avec plein de très bons amis à moi. Des bons amis, de la famille. C'est ça. Et ils mettaient quoi, les 20 000 pour démarrer? C'est ça, et puis après moi je les remboursais. Et après 50-50 Après jusqu'à ce que j'ai remboursé ma part des 50%, et puis après on était à 50-50 sur tous les profits. D'accord. Et gestion complète, c'était des gens qui étaient en Europe? C'est moi qui gérais tout. Ouais, tu gérais tout. T'avais des gens qui étaient sur la même ville, les amis à moi. Puis après, t'avais de la famille qui était en Europe, France. D'accord. Et donc, t'as un partenaire en particulier qui t'a aidé plus que d'autres? Après, au fur et à mesure des années, ça a un petit peu changé quand même. Mais il y a eu zéro problème, en fait. C'était vraiment amical. C'était des fois mieux d'arrêter, que la personne fasse de son côté, moi de mon côté. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, j'ai un très bon ami à moi, Maxime, avec qui j'ai décidé de continuer l'aventure à 100%. En tant que partenaire qui met les fonds, ou vous êtes vraiment... Non, tout à 50%. D'accord, vous êtes à 50-50 sur le business. On est ensemble au niveau du travail, de la gestion, de l'investissement, de tout quoi. Et vous avez combien de biens aujourd'hui? Aujourd'hui, plus de 75, je crois 76 exactement. 76 biens entre... Donc il y a plusieurs types. Il y a ce que tu détiens en direct, en tant que propriétaire. Non, on a il y a quoi? On a 3 types de business. On a premièrement le management. Tu es propriétaire d'un bien, tu me contactes pour que je gère tout de A à Z. Une conciergerie, ok. Exactement, tu n'as rien à faire. Il y a un problème, je m'en occupe. À l'optimisation des prix. Mais que du court terme?
Que du court terme. On fait pas de la... Et tu prends en moyenne combien de gestion sur des biens comme ça? 20%. 20%. Sur le management. Donc, je suis propriétaire à Miami ou dans une autre ville, j'ai besoin d'une conciergerie. Tu nous contactes. Ok. Nous, on va aller voir ton logement. On va te donner nos conseils un peu avec l'expérience qu'on a de qu'est-ce qu'il faudrait changer. Ok. Peut-être au niveau de la décoration, peut-être au niveau de différentes choses. Ouais. On va t'expliquer le processus, comment tu vas être payé, où ton logement va être, comment ça va être réglé s'il y a tel ou tel problème. Ouais. Puis après, si tu décides de travailler avec nous, tu nous donnes les clés. Et à partir de là, normalement, tu n'as absolument plus rien à faire. Donc, gestion, conciergerie. En 2, tu as les... En partenariat, c'est ça? En 2, on a ce qu'on détient. Donc là, c'est moi qui vais acheter un bien lambda et je vais décider de le mettre en sous-location parce que je pense que c'est... Donc, tu as réussi à mettre quand même pas mal de trésors de côté sur les 5 dernières années pour acheter des biens. Clairement. Bah, c'est l'objectif final, en gros, c'est d'être propriétaire. D'augmenter son patrimoine. Ouais. Et tu en as acheté combien, du coup, sur les 76? Là, en ce moment, on en a 7. Donc, tu as réussi à acheter 7 biens sur Miami. C'est ça. Miami ou 30 minutes à côté, il y en a à Hollywood et dans les, vraiment à proximité, quoi. Ok. Ouais, génial. Et le troisième type, qui est entre guillemets le noyau dur, c'est de la location sous-location. De la sous-loc. Voilà. D'accord. Donc là, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, c'est compliqué parce que, donc, je sais pas, tu t'imagines qu'on a 50 biens en sous-location. Là tu en as toujours 50 ? En sous-location, honnêtement, je connais pas le chiffre exact, mais on doit en avoir entre 40 et 45. D'accord, en sous-loc. En sous-loc, ouais. Et du coup, tu t'imagines que tu es locataire de 40 biens, donc tu as 40 loyers à payer, 40 électricités à payer, 40 femmes de ménage à payer, enfin voilà. Mais tu n'as pas le risque non plus, c'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau du marché, tu n'as qu'un an de loyer à payer. Exact, même pas, parce que la pénalité, je crois qu'elle est en général de 2 mois. De 2 mois. Donc si demain tu veux sortir du bail. Tu décides de reposer les clés sur la table et dire moi ça y est, j'en ai eu assez. Ouais. T'es pénalisé. Donc en gros, quand tu te lances sur un nouveau, le challenge c'est de tenir quelques mois pour récupérer tes investissements de base, tes meubles, etc. Tu arrives à faire un retour sur investissement en combien de temps? Enfin, ça dépend du marché. Ça dépend vraiment du marché, de la période auquel tu vas détenir les clés. Ouais. Ça, si tu prends les clés en septembre, ce qui est la basse saison ici, tu vas galérer plutôt que si tu les prends le 1er janvier, tu vois. Donc toi, tu préfères en début d'année ici à Miami? J'ai pas vraiment de préférence parce que de toute façon, il n'y a pas un logement qu'on a lâché en cours de route. Tu les as tous gardés? Tous gardés. À partir du moment où le propriétaire, si tu veux, à la fin du bail, ne nous met pas une augmentation de 80%, il n'y a pas de raison qu'on parte. On n'a jamais eu de mauvaise expérience. Ouais. On n'a pas eu un propriétaire depuis le premier jour où j'ai commencé qui nous a dit on n'est pas content de vous, partez. Donc tu leur dis tous quand même que tu fais de la sous-loc? T'es obligé. T'es obligé. Ouais, ça c'est sous contrat. Donc tu leur dis bien, voilà, moi je prends soin du bien. Par contre, il faut m'autoriser la courte durée. C'est sur contrat. C'est sous contrat. Ouais, donc tu as quand même une belle garantie avec le propriétaire. Lui, de toute manière, ce qui l'intéresse, c'est son chèque sur du long terme. Je pense que voilà, quelqu'un de lambda qui, je sais pas moi, un Australien qui est propriétaire d'un appartement à Miami, un profil comme le mien, pourquoi pas en fait. Enfin, ouais. Et que ton appartement il soit partiellement meublé ou pas du tout meublé, qu'est-ce qui peut arriver qu'est-ce que je vais faire à ton appartement? Nous, en plus, un peu l'argument de négoce, c'est que les gens ont souvent peur. Voilà. Ça va être de la location courte durée, on va accueillir des gens qui vont foutre le bordel chez nous, il va y avoir de la casse et le micro-ondes va être pété, mais pas du tout. Ça peut arriver, le risque zéro déjà il n'existe pas, bien sûr. Il faut être clair. Mais par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que la moyenne, c'est à peu près, je crois, 2,7. Donc un peu moins de 3 jours, la moyenne des voyageurs. Des gens qui restent dans l'appart, ouais. Donc un mec qui reste, on va dire 3 jours, on va arrondir à 3 jours, c'est-à-dire que nos femmes de ménage, notre bricoleur, notre équipe voient le logement tous les 3 jours. Donc au final... Et on est obligé que le logement soit absolument parfait, encore plus de nos jours. On va parler de ça après, mais en gros, il faut que ce soit parfait quasiment comme un hôtel. Bien sûr. Donc, si ton micro-ondes, il va être cassé et que je m'en occupe pas, c'est moi qui est pénalisé, parce que je peux plus louer. Donc en fait, si tu veux, il y a un trou parce que le mec a mis un coup de poing, il s'est énervé, je dois réparer tout de suite. Donc en fait, si tu veux, t'as zéro risque. Quoi. Zéro risque, quoi. C'est plus, c'est plus mental, mais bon, les gens commencent à l'assimiler de plus en plus et c'est rentré dans les... Ouais, donc là, au niveau du propriétaire, c'est presque un partenariat. Tu sources toujours des propriétaires comme ça Là, on cherche. Vous cherchez tout le temps.
Maintenant, c'est un peu plus compliqué comparé à avant, bien évidemment. C'est un autre sujet, mais honnêtement... Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que tu as énormément plus de demandes, de compétition, ouais. et tu as beaucoup moins de demandes. Ou en tout cas, tu sens que tu as moins de demandes. Peut-être que la demande est la même, mais tu le ressens à la baisse parce que tu as beaucoup plus de compétition, donc moins de réservations. Donc moins de demandes. Tu trouves qu'il y a un peu moins de gens qui viennent passer des vacances à Miami? Je sais pas s'il y en a moins. Statistiquement, je ne sais pas. Par contre, je le ressens. Ouais. Parce que, allez, je vais te dire une bêtise, allez, le 1er janvier 2020, quand j'ai commencé, je te dis une bêtise, 500 apparts sur Miami, maintenant tu en as 6000. Oui, il y a énormément de construction en fait. Dès que tu as une nouvelle tour qui sort, c'est 500 apparts de plus, nouvelle technologie, meilleure piscine, meilleur sauna, meilleur lobby, meilleur parking. Ouais, Miami s'arrête jamais en fait en termes de... Donc voilà. Mais tu peux pas recycler tes anciens apparts, les mettre sur des nouveaux. Il va falloir que tu recycles ton parc immobilier, je pense. Bah, le challenge, c'est que les tours, les nouvelles tours, vu que tu as plus de compétition, c'est plus dur de choper les deals. Et d'un autre côté, bah, si tu t'orientes un peu sur ceux qui font moins kiffer les gens, les un peu plus vieux, les tours un peu plus vieilles, bah, dans ce cas-là, tu te retrouves avec une salle de bain qui est moins bien. Donc après, c'est à toi de mesurer le risque et de dire, ok, bah, celui-là, quand même, ça vaut le coup, celui-là, ça vaut plus le coup. Et... Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as aujourd'hui un business model qui est rodé, des équipes en place. Donc, dès que tu as des nouvelles opportunités, tu as un avantage par rapport à un néophyte. Ah bah clairement, nous ça va assez vite. La majeure partie des logements, je les vois pas. Ouais, c'est géré. Des agents immobiliers qui cherchent un peu pour nous et qui nous balancent des vidéos ou des photos. Et puis après, avec l'endroit, tu sais. les vidéos, ce que le bien a ou n'a pas, je vais pouvoir savoir à peu près si c'est intéressant ou pas intéressant, quoi. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, donc ton groupe, si je dis pas de bêtises, en termes de chiffre d'affaires, ça génère quoi au global? On est à peu près sur une année à 6 millions. 6 millions de chiffre d'affaires, d'accord, en comptant tous les 76 biens. Voilà. Et d'accord. Ouais, donc, et les objectifs sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu recherches? L'objectif prioritaire, c'est doucement mais sûrement sortir des plateformes. Ouais, donc du direct booking, c'est voilà. ça? Donc choper des réservations en direct. Donc, ça va être toute une mission. Ça va prendre, je pense, du temps. Je me suis donné un objectif de 2 ans pour mener à bien cette mission. Mais voilà, trouver des façons d'attirer des clients en direct et de ne plus passer par les plateformes. Et de pouvoir fidéliser aussi une certaine clientèle, apporter une sorte de vibe dans les appartements, une sorte de décoration où les gens s'y retrouvent et décident de relouer avec nous 2 ans après ou décident de partager. Ok, donc passer vraiment en direct, optimiser la déco. Ouais. Est-ce que tu restes focalisé sur Miami ou tu as d'autres voies de développement? Pour l'instant, on reste sur Miami. Après, j'en ai aussi dans la ville de Tampa, là où j'ai atterri en 2010. Plus au nord. Donc j'en ai 4 là-bas. Mais Miami, oui. Et puis après, on a des villes un peu plus au nord, Delray, Hollywood, etc. Mais dans la région, oui, là où tu peux y aller en voiture s'il y a une urgence ou quoi. Mais après, potentiellement, Et si je devais te demander de comparer de Miami à Dubaï, parce qu'on voit quand même énormément de jeunes francophones qui vont à Dubaï faire ce genre de business. Comment tu compares un peu les deux villes? Honnêtement, à Dubaï, j'ai pas trop de connaissances. Ok. Déjà, j'ai jamais été. Donc, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Maintenant, j'ai entendu que c'était assez intéressant. J'ai des clients qui sont propriétaires pour qui je manage à Miami qui sont à Dubaï. Justement, qui sont partis voir physiquement et qui m'ont dit que ça valait le coup. Mm-hmm. Après, j'ai entendu dernièrement qu'il y avait une nouvelle taxe qui avait été mise en place là, de 9%. Peut-être je dis des bêtises, mais c'est ce qui m'a été dit, qui n'existait pas avant. Ouais. Ça peut commencer à aussi refroidir un peu les gens, mais peut-être que ça marche de la même façon. Après, ça reste deux villes assez similaires où il y a de l'innovation, il y a de la démographie qui augmente, il y a des nouvelles tours. C'est assez facile, comme ici. Ouais. Après, il y a des appartements où il faut payer 1 an en amont. Là, toi, tu arrives vraiment à rester premier mois, dernier mois. Par exemple, on a des biens où on a payé 1 an. 1 an pour avoir un meilleur prix à ce moment-là. Pour avoir un meilleur prix. Ok. Donc après, ça dépend. Ou alors la maison où l'appartement est vachement bien et c'est une sorte de négoce, quoi. Ouais. Le mec veut pas de personnes qui vont sous-louer. Bah, du coup, tu lui dis, écoute... je te donne 1 an. Voilà.
as un an de trésorerie devant toi. Tu peux aller les investir, tu peux aller faire ce que tu veux. Et appartement versus maison, du coup, qu'est-ce qui est pro? Ça dépend vraiment. Les deux sont bien, en fait. Les deux sont bien. Je vais te dire une bêtise. Le bien qu'on a qui nous sort le plus gros retour sur investissement, c'est un studio et c'est la location la moins chère de toutes. Le ROI, quoi. Donc, ouais. Mais pas en termes de dollars, quoi. Pas en termes de dollars, forcément, parce que tu as des maisons qui vont être à, je vais te dire une bêtise, moi, 10 000 par mois de location et tu vas avoir un studio à 700 balles. Mais pour te dire, si on retrouvait le même studio, on serait très content, quoi. Ok, mais en termes de... Donc sur la sous-loc, c'est quoi le plus petit loyer et c'est quoi le plus gros loyer que tu dois payer? Le plus petit, donc c'est le studio à 700. Et le plus gros loyer, je crois qu'il est à 10 000 ou 11 000. Donc c'est une maison? Ouais. Piscine, ok. Donc c'est plutôt pour des groupes qui viennent, à mon avis. Exactement. Ouais, ok. Donc là, c'est une niche parce que c'est différent. Tu peux accueillir beaucoup plus de monde. Et puis, t'es plus dans un cadre un peu privé. Si tu veux, la piscine, elle ferme pas à 7h du soir ou 8h du soir comparé à une tour dans Miami. Et puis, tu vas avoir, par exemple, parking gratuit. Tu vas pouvoir tes voitures. C'est différent. C'est un autre marché. Tu vas plus être en compétition forcément avec les hôtels, par exemple. Et en termes des régulations, en ce moment, Airbnb sur la ville de Miami, qu'est-ce que tu vois venir ou... Pour le moment, ça va. Je sais que tu dois être dans les clous. Ouais. Donc, il y a des règles à suivre. Il y a des taxes à payer pour la ville, ce que nous, bien évidemment, on fait. Ouais. Et puis après, tu as certaines licences à avoir, mais rien de... Puis tu dois être là où c'est autorisé, quoi. Ouais. Forcément, si tu fais ça, tu peux avoir un appartement à Miami, mais tous les appartements, toutes les tours ne t'autorisent pas à faire de la sous-location. Ouais, et ça, c'est toi dans ton business qui gère un peu tout ce qui est le côté juridique, vigilance sur les régulations ou... Bah ça, j'ai appris depuis le premier jour. Donc, j'ai plus de connaissances que mes employés là-dessus. Ouais. Donc, quand on a un agent immobilier qui va nous présenter un bien, pareil, la première des choses, c'est OK, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Oui, bien sûr. Tu peux sortir le meilleur des deals au monde si tu peux pas faire du court terme. Si je peux pas faire... En gros, tu peux, mais tu vas te faire attraper par la ville, quoi, donc ça sert à rien. Tu perds du temps, de l'argent, de l'énergie. Tu vas avoir des problèmes. Et je sais qu'on en avait parlé. Quelles sont un peu les horror stories, les histoires un peu qui font peur dans ce business? À mon avis, tu as des... Ouais, j'ai quelques anecdotes croustillantes. Non, ça va de tout. Tu vas aller de... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il y a bien pire ou similaire, mais j'ai eu overdose. Overdose? Donc décès sur place? Jeune fille qui est décédée, qui avait fait une overdose. J'ai eu un suicide. Wow. Une dame qui a sauté. Qui a sauté de l'appartement. 38e étage. Wow. Et puis après, j'ai eu fusillade aussi. Puis après, t'as plein de... Donc ça, c'est des trucs un peu extrêmes, forcément, heureusement. Et après, t'as tout ce qui est les problèmes au quotidien. Ça va être un voyageur bourré qui est à l'intérieur et qui veut pas sortir. Un mec qui a pris les clés et qui est reparti à l'aéroport et tu peux pas réouvrir la porte directement. Ouais. Tu vas avoir quelqu'un qui pensait que son check-out était le mardi alors que c'était le lundi. Tu vas avoir plein d'aléas en fait à gérer. Quotidien, quoi. Mais au niveau des cas de force majeure comme ça, t'as des SOP à suivre, un protocole. Les premières personnes qui sont en fait directement affectées par ça va être les femmes de ménage et puis nos bricoleurs, parce que c'est eux qui font un peu les check-out. Donc quand il y a un gros problème comme un suicide ou une fusillade. Les gros problèmes, ça va être en général la tour qui va t'appeler, le manager de la tour. Ouais. Qui va te dire voilà, il y a eu tel problème ou tel problème, il va te donner un coup de téléphone et puis tu viens sur place et puis tu règles le problème. Donc quand c'est des cas de force majeure, toi tu te déplaces. Ouais, bien évidemment. Physiquement, on vient tout de suite. Tout de suite, ouais. Ouais, que ce soit à 3h du matin ou peu 2h de l'après-midi, on vient. C'est vrai que j'ai rarement vu quelqu'un qui a le téléphone comme toi, tu l'as. Ça, c'est le vice, hein, c'est le problème. C'est quelque chose que j'essaye de changer, pour te dire la vérité. Ouais, c'est dur. C'est pas, ça fait, j'en parlais à ma famille dernièrement, ça fait 5 ans que j'ai pas eu un jour off. Et ce n'est pas de vacances. Si, vacances tard. Vacances, je peux en prendre quand je veux.
Le problème, c'est les jours off. En fait, ton Ton cerveau, cerveau, il il déconnecte pas. Et ça, tu peux l'interpréter de la façon dont tu veux. Moi, je dis juste la pure des vérités. C'est que tu accumules une certaine fatigue mentalement. Bien sûr. Et c'est vachement ingrat parce que tu peux être à la plage, à South Beach, mais ton cerveau, il est connecté à ton téléphone. Ouais, donc au final, tu profites pas. T'es pas là, en fait. Ouais. Tu peux être devant ta maman en train d'avoir une conversation. T'as du mal. Et en fait, t'es pas là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vachement affecté intérieurement et sur lequel je suis conscient. Je suis content d'être conscient parce que tu trouves des solutions à partir du moment où tu en es conscient. Donc là, par exemple, en parlant de ça, j'ai eu rendez-vous littéralement hier soir avec mes employés où j'ai décidé d'acheter un nouveau téléphone qu'on va appeler un peu la ligne rouge. Et ce téléphone, en fait, sera dédié que pour les urgences. Et on va mettre en place un jour où je vais pouvoir déconnecter, en fait. Mais c'est la première des étapes que je mets en place vis-à-vis de ce problème un peu. Pour avoir une vie en dehors du business, quoi. Ouais. Même pour te reposer, en fait, mentalement. Tu peux, comme je te dis, aller en vacances, ça oui. Tu as du temps, tu travailles à distance avec ton téléphone, donc tu peux vraiment être en voiture, tu peux être à la plage, tu peux être dans un musée, tu peux être où tu veux. Mais ton téléphone est connecté, quoi. Mais je suis content pour toi parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui prennent soin de leur santé mentale parce que on est compétiteurs et forcément t'accumules, comme tu dis, cette cette fatigue mentale et trouver un protocole pour que tu puisses sortir de ça, ça ne veut pas dire que tu vas gagner moins d'argent. Ah non, le but, c'est vraiment, comme tu dis, c'est la santé mentale. C'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas aider l'entreprise à... Non, c'est que ton cerveau, tout simplement, déconnecte. Et donc, j'ai l'intention, pendant ce jour off, de, par exemple, partir, aller boire un café avec toi, sauf que j'aurai pas mon téléphone. Ouais, je pense que c'est important. Ça te permet de vraiment d'avoir, en dehors du travail, des relations qui sont saines. Et non, sur le long terme, de toute manière, tu es déjà dans le 0,1% des entrepreneurs au monde. Donc, tu peux très bien aller de 6 à 60 millions par an. Mais je pense que tu n'es pas beaucoup plus heureux de toute manière. Ah non, mais en plus, à ma petite échelle, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont fait comprendre à travers des dialogues que c'était le plus gros challenge d'un entrepreneur. D'un entrepreneur, c'est de gérer... honnêtement, tu me diras ce que t'en penses. Je pense que faire de l'argent, etc., c'est jouable. Je pense que si tu aux US, il y a l'opportunité. Par contre, gérer une vie de famille, gérer une vie sociale avec tes amis, gérer ton propre bonheur, être bien et être successful au travail ou dans ton business, le tout devient le plus gros challenge. C'est ça, en fait. Mais je pense que moi, quand je suis arrivé, que je t'ai connu là en 2020, on était tous les deux en plein boom, plein développement de nos boîtes. C'était marrant parce qu'on se parlait pas mal. T'en es où? Tu fais quoi alors? Et j'étais dans le même mindset où ma santé mentale, c'était le dernier des choses à laquelle je pensais. J'étais vraiment en processus, développement, travailler de 15 heures par jour. Et c'est que fin de l'année dernière ou mi-2024 que également là, j'ai réussi en fait à prendre un peu plus de recul. Et pareil, des vacances je peux en prendre, mais arriver vraiment à déconnecter, par exemple prendre une journée avec ma compagne ou ma famille, mais ça c'est une victoire, je pense. C'est une victoire. Moi je vais le mettre en place, je te dis littéralement, tout va commencer semaine prochaine, jeudi prochain, donc je te dirai dans quelques mois si ça a porté ses fruits, mais je pense que... T'auras plus ton téléphone quand je joue au paddle ou... J'aurai plus. Si tu veux jouer au paddle le jeudi soir... Ah, c'est le jeudi. Le jeudi, t'auras ta... Ah non, le vendredi, ça sera ta journée. Non, ce sera le jeudi. Le vendredi, c'est assez busy, donc je vais pas gamble avec ça, mais ce sera le jeudi. On a décidé avec l'équipe le jeudi, donc à part si le téléphone sonne, parce que personne à part mes proches auront le numéro, j'aurai ni les applications, ni rien. Téléphone lambda, t'imagines le 3310 de l'époque. Donc je sais que si le téléphone sonne, c'est qu'il y a urgence. Donc là, je décrocherai. Et c'est vraiment qu'ils peuvent pas sans toi. Mes employés sont au courant. Pas quelqu'un veut prolonger son séjour, quel prix je mets là, il y a un problème de check-out, non. Il y a une grosse urgence, t'appelles, sinon tu me laisses tranquille. Mais bon, si on regarde avec la génération de nos parents, par exemple, moi, mon père était agriculteur. C'était la même chose. Mais tu pouvais pas déconnecter mentalement, ça c'est sûr, mais physiquement non plus.
parce que tu pouvais pas laisser les bêtes. On faisait du bovin. Et t'arrêtes pas. En fait, toute ta vie, tu dois rester sur place. Et t'y penses. Et t'y penses, ouais. Et penser, c'est fatigant. Ouais, penser, c'est fatigant. Penser, c'est extrêmement fatigant. Et c'est justement ingrat parce que les gens pensent que tu travailles pas. Mais ton cerveau, intérieurement, il travaille. Ouais. Et ça, c'est vachement... Enfin, pour moi, encore une fois, à ma micro-échelle, je pense que c'est vachement sous-estimé de la part d'énormément de gens. Non, mais je comprends. Pas compte, mais moi, pour être en train de le vivre depuis, je te dis, 5 ans, et c'est une passion, attention, je suis pas en train de me plaindre. J'adore ce que je fais, je suis vachement fier, je suis content, mais c'est vrai que ouais, tu fatigues. Ouais. Ça a joué dans tes relations avec ta compagne? Ouais, bien sûr. J'ai eu des relations où du coup, t'étais pas présente sur le moment. Puis après, je vais te dire, ça joue même avec ta famille. Il y a plein de moments où je suis conscient que j'ai loupé des conversations, peut-être à dire une bêtise, avec ma grand-mère, mon père, ma nièce, n'importe qui, où t'es pas forcément... Après, ils sont au courant maintenant, ils ont compris. Donc ils savent, tu vois, quand je suis sur mon téléphone, ça sert à rien de me parler. Ouais. Voilà. Et puis ils voient à mon visage que si je suis pas bien, ou s'il y a un problème ou machin. Ouais. Voilà, ils comprennent, mais c'est certain que ça... Puis même quand t'es en burn-out, t'as plus envie de parler. Moi, je sais que, vu que je suis tout le temps sur mon téléphone, il y a des moments, là ça va mieux, mais il y a des moments, par exemple, il y a 2 ans, quand j'avais pas tous les emplois, etc., où j'avais plus du tout envie de parler à même des potes. Pas parce que j'avais pas envie d'avoir des nouvelles de toi, c'est juste que j'étais blasé d'être sur mon téléphone et que ça me fatiguait, quoi. Ouais. Dès que j'avais un moment où j'avais pas un petit problème à régler ou quelque chose à penser, je voulais pas parler à un tel. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un matelas de contrats et de patrimoine immobilier qui aujourd'hui, c'est très compliqué de comprendre pourquoi ça s'arrêterait de générer le revenu que ça génère. Ça peut peut-être baisser un petit peu, mais je pense que ce que tu as créé, c'est un système maintenant ou un écosystème sur lequel tu peux prospérer. Donc, nous, on espère grandir. Après, je te dis, il y a énormément plus de compétition, donc il faut quand même faire attention. Ouais. Les marges sont beaucoup moindres comparées à avant. Les marges, ouais. Donc, mais nous, on joue justement sur le volume et on se dit que si on signe des deals qui ont du sens et qu'on rajoute des appartements avec des coûts au niveau des loyers qui ont du sens, normalement, il n'y a pas forcément de risque. Ouais, c'est des bons investissements. Ouais. D'accord. Et pareil à l'achat ou pareil. Super. Non, écoute, le business, je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire, ce genre de business, ou en tout cas à cette échelle. Moi, j'ai beaucoup d'amis, ils ont peut-être 2, 3, 4 apparts, tu vois. Mais quand on a 80, tu as vraiment un système derrière. Tu pourrais expliquer un peu comment tu gères tes équipes en interne au niveau de ton leadership? Au tout début, donc j'ai tout fait tout seul. Arrivé à 30-40 apparts, c'est là où j'ai eu un peu le burn-out qu'on vient d'évoquer. Et après, j'ai décidé de mettre en place donc, des équipes. Donc, forcément, je pense que tu es au courant que tout est très cher aux États-Unis et encore peut-être plus ici à Miami. Tu as fait du nearshoring? Donc, j'ai essayé de trouver des options. D'abord, j'ai pensé à comment trouver des employés entre guillemets moins chers qu'ici. Parce que ici, si tu demandes à quelqu'un d'être présent de 9h du mat à 20h, je ne sais même pas si c'est possible. Et si c'est possible, tu vas payer un prix incroyable. Donc, j'ai rencontré des gens incroyables au Guatemala. Donc, tu es parti au Guatemala, ok. Je suis parti au Guatemala. J'ai recruté 2 personnes qui sont extraordinaires, qui m'aident justement une qui est en charge du customer service, donc du service client, et une autre personne qui est en charge de répondre aux clients donc, au quotidien. Donc, tu vas réserver mon appartement, tu vas me demander c'est quoi le Wi-Fi parce que tu n'as pas lu sur le listing ou quoi, sur l'annonce, ou tu vas me demander où est-ce que tu peux te garer ou quel est le top 5 des restaurants à Miami, peu importe. Et la personne va être là derrière son ordi à t'aider. Donc ça, c'est les 2 personnes au quotidien qui m'aident, qui vont aussi enregistrer les clients parce que chaque tour a des régulations différentes, des règles différentes. Ensuite, j'ai 2 bricoleurs à plein temps. Donc eux qui sont aussi disponibles, je sais pas moi, les toilettes ne fonctionnent plus, le Wi-Fi marche plus, il faut changer la lumière, peu importe. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Surtout les clims. En Floride, les clims, ça pète énormément où tu as beaucoup de problèmes. Donc dès que ça marche pas, il faut tout de suite y aller, sinon les clients vont se faire rembourser ou te laisser un mauvais commentaire.
Après, j'ai une personne qui s'occupe aussi des check-in. Tu as certaines tours où c'est obligatoire d'avoir une personne physiquement qui va accueillir nos voyageurs, nos clients. Donc là, il faut faire du volume pour justifier le... Donc là, nous, on paye au check-in. Donc à chaque check-in qui est fait, en fait, il y a un tarif et on paye la personne. D'accord. Et puis après, j'ai une vingtaine de femmes de ménage au quotidien. D'accord, donc c'est un groupe de quoi, d'une quarantaine de personnes? On va dire 25, 26, ouais. Par là, ouais. On va dire 25 personnes. D'accord. Ouais, donc c'est du beau monde. C'est du monde et franchement, je me rappelle, mon père me l'avait toujours évoqué avant, mais l'aspect humain, c'est le plus compliqué. Ouais. Comme tu dois savoir, c'est dealer avec une personne, Du coup, quand tu deals avec la personne, t'as l'impression de recevoir ses problèmes, t'as l'impression que tu rentres dans son quotidien, du coup tu veux donner des conseils ou des ordres, et en fait tu peux pas contrôler un humain de A à Z, c'est pas possible. Ouais. T'arrives à faire la part des choses? Bien sûr, avec l'expérience, il y a aucun problème, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est fatigant. Ouais. Là, je m'en occupe beaucoup moins grâce aux emplois que j'ai, qui gèrent aussi l'emploi du temps, les femmes de ménage. J'ai aussi 2 managers que j'ai oublié de citer, qui sont en charge de vérifier un peu l'aspect qualité des nettoyages. Donc ça, c'est 2 managers en plus que j'ai rajouté récemment. En termes d'opérationnel, ils vont vérifier... Ils vont vérifier que tout est bien nickel dans les apparts, qu'il y ait tous les produits, shampoing, éponge, sac poubelle, enfin tout ce que... à quoi tu peux penser. En fait, il y a beaucoup de choses qui rendent... C'est pas juste, quelqu'un arrive et puis il dort là, et non. Il y a beaucoup de choses dans un environnement. Et ça, les gens peuvent le penser. Ouais, non, mais de l'extérieur, c'est pour ça qu'on... Quand tu penses, mais même si tu vas plus loin, il faut... Donc j'ai 2 entrepôts. Donc t'imagines pas des gros entrepôts. Okay, avec je suis pas Leclerc ou Auchan. Les meubles mais et tout. j'ai un entrepôt qui va faire cette taille, j'en ai 2, où tu vas avoir des meubles, mais où tu vas avoir surtout le turnover de tous les produits. Ouais. Parce que si je te mets 2 rouleaux de papier cul dans chaque salle de bain et que j'ai 30 nettoyages par jour, et que j'ai des apparts où il y a 3 salles de bain, ou des maisons où il y a 5 salles de bain, ou peu importe, tu t'imagines pour stocker tout le papier cul. Ouais. Enfin, il y a de l'espace. et puis vu que j'ai pas des énormes entrepôts, parce que forcément je fais attention aussi au coût, et le turnover il doit être parfait. Donc tu as la com avec les magasins qui vont te livrer tout ça. Et pareil pour tout ce qui est comment t'appelles ça, tout ce qui est les shampoing ou... Non, ça fait partie de ce que je viens d'évoquer, mais les draps. etc., les serviettes. C'est la même chose, c'est une autre entreprise, donc il y a un turnover, ils viennent collecter, ils viennent livrer le matin. S'il y a une erreur ou qu'ils ne livrent pas, c'est une galère. Donc, il y a énormément de taf. T'arrives à... Aujourd'hui, en termes de marge d'erreur, tu vois, t'as des ordres un peu que tu leur donnes? Ouais, on a des systèmes pour éviter la fainéantise ou les erreurs un peu trop fréquentes. Donc ça, c'est un peu le côté moins cool. Mais t'es obligé de le faire et puis après voilà, on essaye de rendre un peu l'atmosphère au quotidien sympa dans l'équipe. Donc tu vois, on a des sortes de jeux avec des bonus pour les meilleures par exemple, femmes de ménage ou les meilleurs employés et on a aussi forcément des pénalités quand ça se passe pas bien et que clairement la personne n'a pas bien fait le boulot quoi. Mais sinon je sais pas, sur les 5 dernières années j'ai peut-être dû perdre une dizaine de femmes de ménage. Ouais, c'est là que tu vois la plus grosse rotation au niveau ressources humaines. Ouais, femmes de ménage. Ils ont du mal. Ouais, c'est vrai que c'est un boulot. J'ai perdu personne d'autre. Enfin, perdu. J'ai arrêté de travailler avec personne d'autre que femmes de... Et puis des fois, c'est simplement elles qui ont trouvé un autre boulot ou qui ont déménagé ou peu importe, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas glamour. Y a personne qui démarre sa carrière en se disant je vais être femme de ménage toute ma vie de toute manière. Non, après, honnêtement, je pense qu'on propose un salaire qui est assez compétitif. Et ça, je l'ai fait volontairement parce que je voulais pas commencer à former une femme de ménage et qu'elle s'en aille au bout de 2-3 semaines. Ouais. Donc ça, je l'avais fait volontairement, où j'avais vraiment été un peu à la limite de ce que je pensais qui était cool et fair. Mais clairement, des fois, t'as des femmes de ménage qui n'ont plus envie de le faire ou autre. Donc justement, les 2 qui sont devenus managers étaient femmes de ménage avant, qui faisaient du très bon boulot, et on a décidé pour cette raison de les promouvoir.
Ok. Non, mais c'est bien, tout est en place, c'est carré. Maintenant, il faut... Toi, au niveau stratégique, en tant que CEO et cofondateur, ça ressemble à quoi ta journée? Le moment le plus anxieux, ça va être quand je vais allumer mon téléphone le matin, que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, je déteste, honnêtement. Mais après, ça va être de vérifier un peu au quotidien que si tout se passe bien, quoi. Ouais. Voilà, après, si le téléphone, je te dis, sonne, ou s'il y a des messages, c'est parce qu'un de mes employés ne sait pas trop comment résoudre tel ou tel problème, ou parce qu'ils ont une question, ou quelqu'un qui me contacte directement pour relouer un appart, ou peu importe. Ouais. Mais non, il y a un peu de... Il n'y a pas quelque chose de spécifique. Bah, forcément, à 11h, c'est l'heure des check-out. C'est là où tu vas avoir un peu... Tout le monde qui sait. C'est possible que même très fréquemment où tu vas avoir des situations un peu chaotiques. Mm-hmm. Donc c'est la perte des clés, des choses comme ça où tu dois tout de suite réagir. Puisque tu as un autre client qui arrive dans 3-4 heures. Donc t'as pas vraiment... Ouais, tu laisses combien de temps entre les deux check-in, check-out? En général, la majeure partie des biens, à part si c'est des 3 chambres ou maisons, mais sinon c'est 3 heures. 3 heures à 15 heures. Donc c'est short. Ouais, t'as 4 heures pour laver et réparer s'il y a des problèmes. Ouais, donc tout de suite, ouais. Et t'imagines bien qu'il y a énormément de gens, encore plus à Miami, qui ne sont pas prêts à partir à 11h du matin. Ouais, ils demandent à chaque fois. Donc c'est tous les jours. Et si tu leur autorises pas un late check-out, tu peux te prendre un mauvais commentaire derrière. Ouais. Alors qu'ils comprennent pas, mais c'est le plus gros problème de ce boulot, c'est la gestion. Et maintenant, en fait, les gens pensent que Airbnb ou Booking.com ou Abritel ou ce que tu veux, on est des hôtels. On n'est pas des hôtels. Ce n'est pas possible pour moi d'être un hôtel. Même si je le veux, je peux pas. Ouais. C'est-à-dire que si t'aimes pas la chambre A, je peux pas te proposer la chambre C. C'est pas le même propriétaire, c'est pas les mêmes meubles, c'est pas la même vue. Il y a rien qui est pareil. Ouais. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Ouais. Si tu me dis, parce que t'es arrivé à 10h du soir, que t'es pas content du nettoyage, je peux pas t'envoyer quelqu'un à 23h. Potentiellement, si c'est une exception, je peux demander à une femme de ménage d'y aller et voilà, la rémunérer pour ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas jouable au quotidien. Si tu veux laisser tes bagages à 6h du mat, parce que ton avion il a atterri à 6h du mat, c'est pas possible. C'est pas que je veux pas, c'est qu'il y a un client dans l'appart. Donc je vais pas te laisser rentrer dans l'appart et dire au client, je pourrais laisser mes petites valises à côté des vôtres. Ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Et tout ça, c'est le plus gros problème parce que t'as beau expliquer, les gens vont des fois te laisser des mauvais commentaires à cause de ça. Et du coup, là-dessus, sur une voie de stratégie, croissance externe, est-ce que racheter des hôtels, ça serait... on en vient au but qui sera, je pense, à moyen terme, d'acheter un hôtel. Mm-hmm. Et de le retaper un peu à notre sauce, d'instaurer une sorte de vibe qui nous correspond. Sur Miami ou... Sur Miami ou dans les alentours. Ouais. Enfin, toujours, à distance en voiture, on va dire. Quelque part où je pourrais aller, on va dire, à 2h, 3h maximum. Mais ouais, d'acheter une sorte de boutique hôtel où tu vas avoir 15-20 apparts dedans et tu peux le rénover. Et là, il y a du late check-out et il peut changer. Oui, parce que t'as ton comment t'appelles ça, t'as ton lobby, ton front desk qui va être à toi, ton employé, tu vas avoir une sécurité à toi, tu vas avoir, je sais pas moi, ton plombier qui est en bas, donc si la clim elle marche pas à 19h, boum, il y va, il monte. Donc c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est un peu ironique, mais ce serait extrêmement facile pour moi d'avoir aujourd'hui une tour avec même, je vais te dire une bêtise, sans appart que ce que je fais en ce moment. Bien sûr. Ce serait tellement plus simple. J'aurais les mêmes serrures, j'aurais le double, je pourrais mettre en place des sortes de codes, changer les codes, enfin, tout serait beaucoup plus simple. Ouais, je pense que c'est le développement naturel de où tu vas aller sur la suite. C'est ça qu'on vise. Ouais. Et pour ceux qui cherchent soit à démarrer, soit à développer, à continuer le short terme, tu t'accompagnes des gens ou pas du tout? Pour le moment, non. Pas d'éducation, pas de... Pour le moment, non. C'est quelque chose qu'on avait en tête et qu'on a toujours en tête, mais pour le moment, c'est pas encore d'actualité. C'est pas encore d'actualité. C'est quelque part... c'est dans un tiroir, mais il est pas ouvert. Ok, super. Non, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions parce que on touche à la fin de la podcast, mais
Je trouve que c'est super intéressant de voir ton développement. Enfin, moi, je le vois d'assez près parce qu'on on se voit sur le cours de paddle aussi. On se voit assez régulièrement, mais où on peut te contacter pour les gens qui cherchent à mettre leurs biens avec toi? Alors, on a une page Instagram qu'on va développer, qui est pareil en ce moment, voilà.rentals. Voilà.rentals. C'est ça. Ok. Et ensuite, on a, à l'heure où je te parle, un site. Donc, on a déjà un site, mais c'est plus une sorte un peu une vitrine pour voir les apparts. Là, le nouveau site va vraiment être un site où les gens vont pouvoir réserver en direct. Ok, donc du direct booking. Ce qu'on va beaucoup promouvoir sur les réseaux, et je pense qu'on va faire une sorte de petite campagne marketing. Et donc là, les gens pourront réserver leur logement et revenir avec nous. Et bien évidemment que les prix seront plus attractifs parce que tu passeras pas par les plateformes, quoi. Tu gagnes combien environ sur un booking en direct versus une plateforme? Entre 20 et 30%. Ouais. Ouais, entre 15 et 30%. Ouais, donc tu peux déjà faire moins 15%. C'est ça. Ok. Donc je pense que ça sera... C'est plus une question de prouver aux gens qu'on est réel, que voilà, le service et la qualité que tu vas recevoir en réservant directement avec nous sera exactement la même que si tu avais par coïncidence réservé notre logement sur Airbnb, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ton industrie qui cherchent maintenant à économiser ces 30%. Donc, clairement. Bah, même les voyageurs. Même les voyageurs. Parce que honnêtement, 30%, c'est quand même énorme. Ouais, sur une nuit, on est à quoi? À Miami, en moyenne, la nuitée dans un de tes apparts? Sur une chambre, ça dépend encore une fois lesquelles, mais ça va être entre 150 et 220. Entre 150 et 220 la nuit. Ça, c'est pour nous. Pardon, donc le voyageur, lui, va payer plus. Ouais, il est entre 250 et 300. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai que les prix à Miami ont monté, mais bon, ça reste une super ville à visiter. Non, ça reste une ville extraordinaire. Bah, comme je t'ai dit, quand on a commencé, je viens de banlieue parisienne, donc je vais pas me plaindre ici. Non. Mais bon, c'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné. Non. Ok, bah merci Victor. Merci à toi, merci à vous. Bah de rien, et puis à très vite. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés.